une deuxième, troisième grossesse. Mais voilà, je vous remercie. On n'a pas de questions au niveau de nos participants. Hein, Mona, je pense qu'il y a eu des petits soucis en son excuse de connexion. Je pense que ça a dû se corriger. Eh ben, écoutez, on vous remercie pour le timing également. Et je vous dis bonne continuation et bonne semaine RMF. Également. Mona, tu as des choses à dire? Non, c'est tout bon? Merci. Merci. On enchaîne sur le deuxième atelier avec Mona Massoud, ma collègue, sur la place de l'échographie cardiaque fétale au premier trimestre, intérêt et limites. À toi la parole, Mona. Merci. Donc, comme je vous disais, je suis gynécologue obstétricienne à l'hôpital Mère-Enfant au CHU de Lyon et je pratique particulièrement l'échographie parce que je fais la médecine fétale donc au quotidien. Donc, l'échographie cardiaque fétale précoce, qu'en est-il? En fait, il faut comprendre que l'examen précoce du cœur fœtal, devient une pratique quasi courante dans certains centres experts en Europe et dans le monde. Alors, pas beaucoup de centres le réalisent, mais certains pays développent cette expertise, surtout avec l'amélioration de la performance de nos appareils d'échographie. Souvent, ce qui est décrit dans les articles, c'est l'utilisation de la voie endovaginale. On sait que l'examen du cœur de manière très précoce, du cœur fœtal, de manière précoce, nécessite une certaine expertise et que cet examen a une bonne sensibilité et une bonne spécificité quand on le réalise dans de bonnes conditions et en de bonnes mains. Pardon. Hop. Donc, les avantages et les inconvénients d'un tel examen fœtal, du cœur fœtal au premier trimestre de la grossesse. Un des avantages est que les facteurs de risque de cardiopathie fœtale sont bien établis dans la littérature. C'est-à-dire qu'on sait, les travaux des équipes londoniennes de Kypros Nicolaides et puis d'autres experts au St. George Hospital ont montré qu'en cas d'hyperclarté nucale supérieure au 95e percentile, l'incidence des cardiopathies fœtales est de 22%, dont la moitié peut être découverte peut être diagnostiquée au premier trimestre de la grossesse. À part l'hyperclarté nucale, le diabète prégestationnel mal équilibré, pour faire écho au précédent topo, est également pourvoyeur de risque de cardiopathie fœtale. Et surtout, dans les familles avec un risque de récurrence de cardiopathie dans la fratrie et chez les parents. Donc là, c'est important d'insister sur le fait que le risque de récurrence va augmenter avec le lien de parenté qui est très étroit. Nous, on propose l'examen du cœur fœtal aux patientes qui ont soit un enfant présentant une cardiopathie, soit eux-mêmes, les deux parents présentant une cardiopathie. Donc là, on sait qu'il y a des formes monogéniques de cardiopathie héréditaire, mais dont le conseil génétique reste quand même très difficile à établir parce que on n'est pas les données de génétique cardio, enfin les gènes de prédiction et les gènes qui sont liés à des cas familiaux de récurrence ne sont pas très bien connus et surtout la variabilité d'expression est très importante dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir un parent présentant une cardiopathie, elle peut probablement liée à une anomalie génétique, à une mutation génétique, mais celle-là va avoir une autre expression, un autre degré de sévérité chez quelqu'un d'autre de la descendance ou dans la fratrie. Donc, c'est un conseil génétique qui, pour l'instant, n'est pas très facile à réaliser et en tout cas, à Lyon, nous ne réalisons pas pour l'instant de conseil génétique en cardio. On a des médicaments qui sont pourvoyeurs, qui augmentent le risque de cardiopathie fœtale, tels que le lithium et la dépakine, et puis d'autres facteurs de risque qui sont connus, mais dont je vous ai énuméré les principaux. Un autre avantage est qu'en cas de découverte précoce de cardiopathie congénitale, il est possible très tôt de proposer un bilan complémentaire précoce, tel qu'un prélèvement fœtal invasif avec la réalisation d'une
plus ADN, réaliser un bilan génétique un peu plus poussé et rencontrer les autres experts de la cardiologie, un cardiopédiatre. Toujours est-il qu'il faut qu'il ait l'expérience de l'expertise du cœur fœtal de manière très précoce. Mais le fait d'avoir découvert une cardiopathie de manière très précoce nous laisse le temps et laisse le temps aux parents et aux différents acteurs de la médecine fœtale de faire l'expertise et le bilan de cette cardiopathie. Et à l'extrême, en cas de demande d'interruption médicale de grossesse qui peut être acceptée dans certaines situations, elle est mieux vécue par les parents et par la maman surtout, quand elle est réalisée de manière précoce. Et il y a un autre avantage, c'est que dans des situations à risque de cardiopathie fœtale, le fait d'avoir fait une échographie précoce pourrait rassurer les patientes. Et comme je vous ai dit, je vous ai montré sur ma première diapositive, on a une sensibilité et surtout une excellente spécificité de l'examen du cœur fœtal au premier trimestre. Donc, ce qui peut rassurer les parents lorsqu'un examen est normal. Toutefois, il faut quand même rester prudent parce que certaines cardiopathies sont des cardiopathies peuvent être des cardiopathies évolutives et donc nous ne pourrons pas de ce fait les diagnostiquer de manière précoce. Donc ça, il faut avertir les parents sur le fait que l'examen qu'on va pratiquer au premier trimestre, il a aussi des limites et il est limité aux termes auxquels on le pratique et que ceci n'exclut pas de faire un contrôle ultérieur. En réalité, comment on examine le cœur fœtal? Donc ça, ceux qui pratiquent l'échographie de l'échographie fœtale savent qu'au deuxième trimestre de la grossesse, on regarde le cœur fœtal de cette manière-là, telle que nous l'a décrit Yael déjà il y a 20 ans, et on explore le cœur selon différentes coupes, partant de la coupe 4 cavités à la coupe de l'éjection gauche, à la coupe de l'éjection droite pour s'assurer de l'artère pulmonaire, l'aorte, à l'éjection la plus haute, la coupe des crosses. Et on peut également regarder la crosse de l'aorte sur une coupe sagittale. Donc, ces 5 coupes que je vous montre, ce sont les coupes qui nous permettent de balayer le cœur de l'admission vers l'éjection et de s'assurer de l'intégrité anatomique du cœur fœtal. C'est l'examen qu'on réalise de manière standard vers 18 semaines d'aménorrhée, à partir de 18 semaines d'aménorrhée et classiquement entre 20 et 22 semaines d'aménorrhée en France. Et l'examen du cœur fœtal au premier trimestre, je vous ai mis ici des clichés que j'ai pu prendre lors d'un examen, il peut se faire en réalité de la même manière. Et vous voyez, on peut déjà réaliser les mêmes coupes à 12 semaines que celles qu'on réalise à 23 semaines. Ici, on a une coupe 4 cavités. On voit les cavités droite, oreillette, ventricule, cavité gauche, oreillette, ventricule, l'éjection gauche avec l'intégrité du septum interventriculaire, l'éjection droite, la coupe des crosses et la crosse de l'aorte et du canal artériel en coupe sagittale. Alors, ce sont des images qui sont un peu particulières auxquelles certains ne sont pas habitués. C'est parce que j'utilise un mode Doppler un peu particulier qui est le mode SMI. Pour ma part, j'utilise une machine Canon avec cette microvascularisation, mais d'autres compagnies d'échographes utilisent actuellement ce même système de microvascularisation qui nous permet d'explorer le cœur de manière très précoce. L'avantage de ce système d'échographie c'est pas un réel Doppler, mais cet algorithme nous permet une détection microvasculaire à haute cadence image avec un affichage simultané des réseaux artériels et veineux en supprimant les artefacts de mouvement avec une excellente résolution spatiale de l'image. À partir de là, je ne sais pas si les images et les boucles vidéo passent bien. Bon.
J'espère que vous voyez, oui. Donc, à partir de là, nous avons au CHU de Lyon, on a mis en place un projet où on explore le cœur fœtal à l'aide de ce mode Doppler particulier. Donc, la première, on a travaillé ce projet en 2 étapes parce que, comme je vous le disais, c'est une expertise que nous n'avions pas. Donc, d'abord, nous nous sommes assurés que nous étions capables d'explorer le cœur, les cœurs normaux en échographie de routine. Et puis après, une fois qu'on s'est assuré qu'on arrivait à réaliser cet examen, nous nous sommes lancés dans la proposition de cette consultation écho-cœur fœtal précoce. Donc, c'est la phase 2 de notre projet. Donc, sur ce projet, je travaille avec un cardiopédiatre qui s'intéresse à l'exploration cardiaque au premier trimestre. Et comme vous voyez sur ces images, voilà l'exploration cardiaque fœtale en coupe 2D standard. On voit pas vraiment, enfin, on n'a pas une excellente résolution, mais on arrive à voir les 4 qualités. Néanmoins, quand on utilise le mode Doppler SMI, enfin le mode SMI, vous voyez, on a une excellente résolution. C'est un mode qui est un peu en négatif, c'est-à-dire que vous allez voir la microvascularisation en couleur et puis le reste en mode négatif. Donc, sur une coupe 4 cavités, vous voyez bien l'admission avec les oreillettes, les ventricules et on voit même très bien l'abouchement des veines pulmonaires dans l'oreillette gauche. Et sur cette coupe dynamique, on voit bien les 4 cavités et si vous suivez bien, on arrive à suivre l'éjection gauche, la coupe décrosse et donc vous voyez sur un seul balayage très rapide, j'arrive à explorer le cœur de la coupe de l'admission vers la coupe de l'éjection. Et sur une coupe sagittale, on arrive à visualiser la crosse de l'aorte avec le départ des troncs supra-aortiques. Donc, je rappelle juste que la première étape, on l'a faite entre 2018 et 2020 et on a testé la faisabilité de cet examen sur 180 patientes. Et à partir de juin 2020 jusqu'à ce jour, nous avons créé une consultation dédiée réservée aux patientes à haut risque de cardiopathie fœtale, à qui on propose, sur une consultation combinée avec moi et un de mes collègues cardiopédiatres, l'exploration du cœur fœtal, tel que je vous l'ai montré. Donc, sur un total de 228 explorations, l'examen a pu être réalisé. L'exploration du cœur était complète en mode SMI dans 95% des cas et en mode 2D dans 60% des cas. Et l'examen a pu être réalisé par voie suspubienne et je pense que c'est quand même important parce que les patients n'ont pas forcément très envie d'avoir une exploration par voie endovaginale dans 92% des cas. Et nous avons pu mettre en évidence une cardiopathie fœtale dans un cas sur les 180 explorations qu'on a fait dans une population tout venant à bas risque, alors que sur les populations à haut risque, telles que j'ai énuméré les facteurs de risque, nous avions déjà 9 cas de cardiopathie fœtale diagnostiqués jusqu'il y a 3 mois. Donc, juste pour vous illustrer l'image que nous allons avoir en cas de cardiopathie fœtale, je vous parle du cas de cette patiente qui est un couple que je suivais, un couple de cousins germains qui ont déjà eu une mort fœtale in utero et une interruption médicale de grossesse pour des cardiopathie fœtale non étiquetées. Et pour cette grossesse, je la voyais donc à 12 semaines et d'emblée, je vois que ouais. Je vois que le ventricule droit a des parois épaisses, mais sans que je puisse en dire beaucoup plus. Et en mode Doppler, on voit bien que le remplissage des cavités droites est nettement inférieur à celui des cavités gauches. Et les cavités gauches, on voit bien que l'éjection se passe très bien parce qu'on a un flux qui est antérograde au départ de l'aorte de façon ascendante et descendante. Ascendante et puis descendante. Donc, ça se passait au niveau des cavités droites. Donc, clairement, on avait une hypoplasie du cœur droit, donc une
récidive des cardiopathies. Et je pense, ma patiente était extrêmement, finalement, elle était très déçue d'avoir encore une récidive, mais elle était soulagée qu'on ait pu faire le diagnostic plus tôt que ses précédentes grossesses. Nous avons pu recontrôler cette échographie 2 semaines plus tard, et quand on a confirmé ce constat, elle a demandé une interruption médicale de grossesse qui a été acceptée à un terme plus raisonnable parce que plus précoce. Une autre situation où une patiente est référée pour un état d'hydrops à 12 semaines, et très vite, on voit une asymétrie au niveau du remplissage des cavités gauches, ici, qu'on voit très bien en mode SMI. Donc, il faut juste être un tout petit peu habitué à cette imagerie-là. Et donc, ça, c'est la coupe 4 cavités. Le ventricule gauche est nettement plus petit. Sur l'éjection cavité droite, l'artère pulmonaire et le canal artériel étaient normales. On a une petite aorte et des cavités gauches vraiment hypoplasiques. Et là, très tôt, à 14 semaines, on a pu faire le diagnostic d'une hypoplasie du cœur gauche. Là aussi, on a la même patiente avec, hop, les boucles passent pas. Voilà, où on voit exactement la même chose. Oui, mais ça va. Le troisième cas, pareil, un état d'hydrops chez un fœtus RCU. Et vous voyez bien, on a une oreillette qui paraît extrêmement dilatée. Et en Doppler, on voit bien qu'il y a un reflux qu'on va mieux mettre en évidence en mode Doppler couleur. Et là, on a fait un diagnostic de maladie d'Epstein chez un fœtus qui présentait une trisomie 21, ce qui a induit les parents à réaliser une interruption médicale de grossesse, mais tout en étant convaincus qu'il y avait des choses très graves en plus d'hydrops. Un dernier cas où quand on a une patiente qui a déjà eu une interruption médicale de grossesse pour une cardiopathie et qu'on la voit, et dès 12 semaines, on arrive à faire une exploration complète et on voit un cœur qui semble tout à fait normal, ça rassure, et ça rassure les parents dans plus de 90% des cas. Et on leur précise qu'il serait intéressant de refaire tout de même une échographie vers 16 semaines, 16-18, pour être certain que les choses vont aussi dans le bon sens. Donc en conclusion, parce que je vous disais intérêt et limite, l'examen du cœur fœtal au premier trimestre est-il faisable? Oui, il est faisable. Est-ce qu'il est faisable par tout le monde? Est-ce qu'on peut le passer en pratique courante? Je pense qu'aujourd'hui, non, parce que d'abord, on manque d'expertise. On manque d'expertise pour réaliser l'examen, et on manque d'expertise pour élaborer un vrai diagnostic lorsqu'on on suspecte une cardiopathie. Donc, il faut quand même prendre le temps d'avancer. L'apport de ce mode SMI est certain parce qu'on a une meilleure cartographie des cavités cardiaques. Les limites de ce type d'examen, ce sont les pathologies cardiaques évolutives et surtout le pronostic de certaines cardiopathies complexes. Mais quand même, ça reste l'avenir, d'autant plus que pour l'instant, le séquençage d'exomes en cas de cardiopathie fœtale n'est pas tout à fait encore d'actualité, puisque, comme je vous le disais au début, le conseil génétique en cas de mutation reconnue ne va pas être très aisé du fait de la variabilité d'expression de ces mutations avec les cardiopathies qu'elles engendrent. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mona. On a eu des retours de remerciements, de belles présentations, mais je ne vois pas de questions sur ta présentation qui est quand même très claire et très intéressante. J'ai une question. Alors, allez-y. Oui, bonjour. Tamara, cas de pédiatre au CHU Lille. Merci et bravo pour cette présentation excellente et concise. Moi, j'ai juste une petite question. Bien sûr, quand on fait très tôt le diagnostic prénatal des cardiopathies, c'est appréciable. Mais le fait de faire le diagnostic n'empêche pas de temps en temps d'avoir le doute et l'incertitude. Vous savez très bien comme moi que le délai pour les interruptions volontaires de grossesse est à 14 semaines. Est-ce que le fait de poser un doute et pas forcément un diagnostic, quand il y a un diagnostic, la question ne se pose pas, les CPDPM vont se prononcer sur la poursuite ou pas de la grossesse, mais le doute, est-ce qu'elle ne va pas pousser certaines patientes à demander une interruption volontaire de grossesse parce qu'il y a un doute sur le cœur? Et vous savez très bien comme moi que le cerveau et le cœur
font énormément peur. Dès lors que vous émettez un doute sur une cardiopathie, pas forcément un diagnostic qui sera vérifié, est-ce que ça vous l'avez pu mesurer? Est-ce que vous le voyez dans votre pratique au quotidien? Merci beaucoup de votre réponse. Merci de votre question. En effet, cette question, elle est très pertinente et en fait, elle prend toute sa place dans tout le contexte du dépistage précoce, pas forcément que pour le dépistage des cardiopathies, mais le dépistage dès qu'à 12 semaines, on émet un doute sur une anomalie, il est certain que c'est pas très rassurant pour les parents. Mais quand même, aujourd'hui, on commence à avoir un certain recul sur ce diagnostic précoce, que ça soit pour les cardiopathies ou même pour des échographies un tout petit peu plus poussées. Je pense que la porte de sécurité que nous avons choisie, c'est celle de proposer cet examen aux patientes qui sont à haut risque. Et aujourd'hui, on ne propose pas cet examen en pratique courante. On le propose aux patientes qui ont déjà eu une cardiopathie et qui sont à risque de récurrence, qui ont une hyperclarté nucale, qui ont un facteur de risque. Et le fait d'émettre un doute, ce sont des patientes qui arrivent dans une prédisposition qui est quand même particulière. Et elles ne sont pas là juste. En général, il y a quand même un climat de confiance qui s'installe. Et quand on leur dit, on n'est pas certain, on a besoin d'attendre 2 semaines pour vous en dire plus, parce que ça aura un intérêt pour une éventuelle prochaine grossesse. Les patientes arrivent à tenir. Et donc, oui, c'est possible, mais je pense que ceci va être notre challenge au quotidien avec l'amélioration de notre expertise en échographie précoce, qui est un fait. Hein, et aujourd'hui, il y a même des gens qui proposent des échographies très poussées pour des patientes à bas risque. Donc, ça s'entend. Pourquoi pas? Mais en tout cas, ce n'est pas le choix que nous avons fait. Nous avons vraiment fait le choix de proposer cet examen à des patientes qui sont dans le stress. Et je peux vous dire que la majorité de mes patientes sont des patientes à qui j'ai fait une interruption médicale de grossesse ou qui ont eu une mort fœtale et qui sont dans des situations de stress extrême parce que pour l'instant, la génétique n'arrive pas à répondre à leurs questions. Ou alors dans des cas d'anasarque ou de grosse hyperclarté nucale pour lesquels une demande d'interruption médicale de grossesse pourrait presque se justifier sans qu'il y ait de cardiopathie fœtale. Je vois qu'il y a d'autres questions, Mona. Merci pour ta réponse. Il y a une question assez pertinente peut-être. Quelle est la place de l'axe cardiaque au premier trimestre? Méthode facile quand on n'a pas de SMI disponible. On vient de publier dans JPM pour les courbes de référence. Tu l'as là, la question. Quelle est la place de l'axe cardiaque au premier trimestre? Je pense que ça n'a pas été très... Oui, bien sûr. Alors là, je n'ai pas fait une présentation très, très élaborée, mais bien sûr qu'on peut regarder l'axe. L'axe du cœur au premier trimestre, normalement, il doit faire 45 degrés. Et puis, un axe qui est déjà hyper gauche, hyper droit, doit nous inciter à pousser un peu plus loin les investigations. La seule limite aujourd'hui, clairement, c'est l'expertise, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cardiopédiatres qui ont l'habitude d'expertiser le cœur au premier trimestre. Donc, moi, j'invite les gens à regarder, alors pas en dépistage, hein, à essayer de, si vous avez envie d'aller plus loin, de prendre ces patientes et de pouvoir travailler sur la faisabilité de l'examen du cœur et puis après sur l'amélioration des performances diagnostiques. Et en France, donc nous, on a notre projet Superbe qui est passé dans notre pratique courante. Je sais qu'il y a un autre projet en cours avec l'équipe de Grenoble sur l'expertise de l'échographie cardiaque. Et je pense que c'est vraiment l'avenir que de tenter de mieux regarder ce cœur de manière plus précoce, parce que je vous rappelle que le cœur, son architecture est quasiment terminée à 50 jours de vie. Donc, le cœur est là. Après, il va grossir, maturer. Il y a l'hémodynamique, mais l'architecture et l'anatomie, elle est déjà présente. Merci beaucoup, Mona. Je pense qu'on va s'arrêter là et passer à la prochaine présentation avec le professeur Kesserwani. J'espère que je l'ai bien prononcé. Professeur Kesserwani de l'Hôtel-Dieu de France, qui va nous parler de la place du traitement par la progestérone au cours du premier trimestre de la grossesse.
Oui, bonjour. Bonjour. Je vais arrêter le partage. Très bien. OK. Alors, c'est le Liban, c'est ça, bonjour. Oui. Le temps qu'il se connecte, je pense. Est-ce que vous nous entendez? Oui, on vous entend très bien à Lille. Très bien. Je À voulais Lille. voir si Dr Kesselwen il nous On a- entend on ou a- le Liban, c'est ça? Ouais, donc le temps qu'il... si Oui. Est-ce que vous avez, c'est bon? Est-ce que vous avez déjà l'image? Oui, super. Excellent, d'accord. Donc,